Le professeur Van Gestel est un oncologue radiothérapeute que nous connaissons tous bien. Du point de vue professionnel, il a travaillé à Anvers depuis pas mal d'années et il est surtout connu pour ses travaux sur la radiothérapie dans les cancers de la tête et du cou. Il a travaillé pour le département d'oncologie, de radio-oncologie de l'université, de l'hôpital d'Anvers, qui a été fermé il y a quelques années. Il est actuellement président de la radiothérapie au département de la radiothérapie de l'Institut Jules Bordet. Il est professeur également à l'ULB. Aujourd'hui, il va nous parler de la radiothérapie de grande qualité. Est-ce que c'est quelque chose qui sauve des vies ou bien est-ce que c'est simplement un coût? Oui, merci Dirk pour cette introduction. Dans les 20 minutes qui viennent, je vais vous parler de la radiothérapie de haute qualité, savoir si c'est un outil qui permet de sauver des vies ou si c'est simplement un outil coûteux. Donc je vais essayer d'embrayer sur ce qu'ont dit les deux précédents orateurs. Pour parler de ce sujet, je dois vous montrer ce qu'est que la radiothérapie de haute qualité aujourd'hui. Et pour les radiothérapeutes oncologues parmi nous, ça va être peut-être un petit peu ennuyeux, mais je pensais que ce serait nécessaire pour ma présentation. Voilà le flux de travail de la radiothérapie, toutes les choses que nous devons faire avant de pouvoir effectivement commencer la radiothérapie. Les précédents intervenants, les Dirk, nous ont dit que ces 20 dernières années, on a connu des évolutions technologiques fantastiques qui font que notre travail est plus intense. Mais évidemment, c'est pour le bien de nos patients. Le traitement, la préparation commence par une simulation où on va utiliser un CT scan. On va mettre le patient en position et ce CT scan, c'est la base de tout ce qui va suivre, comme vous le verrez. Et donc, il est très important que l'on place le patient dans une position à la fois confortable pour lui, mais aussi utile pour le système des lasers, pour le CT scan, pour que ce système puisse fonctionner de manière fiable. La préparation du patient, le positionnement du patient est très important parce qu'on voit ici que dans le cas de cette prostate, le mauvais positionnement a donné lieu à un mauvais diagnostic. Parce que quand cette partie ici est disparue pendant le traitement et finalement la tumeur elle s'est déplacée vers cette zone-là. Et donc finalement la tumeur se trouvait ici dans la région à faible dose. Évidemment, ce n'était pas l'effet souhaité pour le patient. Après la simulation, l'acquisition des images de base ou images de référence, on peut commencer avec le contrôle. Donc c'est quelque chose qui doit se faire de manière très précise, très minutieuse. Et cette image va nous permettre de déterminer les volumes. En fait, on voit à peine où se trouve la tumeur. En fait, si vous avez de très bons yeux, vous pourriez me dire où se trouve la tumeur, mais moi pas. Donc, il va falloir des images supplémentaires. Et ces images supplémentaires, elles peuvent venir de l'IRM. On voit ici qu'on a clairement une tumeur à la base du crâne. Et puis, il est clair que ce n'est que la partie centrale qui doit être traitée et que le reste ne le doit pas l'être. Toutes ces informations, toutes ces images doivent être fusionnées avec le CT scan de référence et il faut que ça soit minutieux parce que sinon vous risquez de localiser la tumeur là où elle n'est pas et donc d'avoir un traitement qui n'est pas efficace. Après la tumeur, il va falloir également que l'on fasse le contour de la région microscopique à traiter et pour cela on a des atlas, pas seulement pour le cou comme cet exemple-ci, mais pour l'ensemble des zones du corps, le rectum, les poumons. Et donc
On pourrait croire que faire le contour, dessiner le contour, c'est facile. Eh bien, ce n'est pas aussi simple que cela parce qu'il y a une étude faite par nos collègues néerlandais qui ont fait cet atlas et ils ont dit avec ça, vous pouvez faire les contours. Mais il y a une telle hétérogénéité parmi les oncologues néerlandais que finalement, le contourage n'est pas une sinécure. Donc, en fait, il y a un enseignement continuel permanent qui se fait pour l'apprentissage de ce contourage. Ensuite, après avoir détecté la tumeur, la maladie microscopique, vient le moment de déterminer exactement où se situe la tumeur. Voici le coût. Alors, il faut qu'on délimite le contour parce qu'on ne peut pas traiter, on ne peut pas mettre les doses sans avoir exactement où on va les utiliser. Donc l'atlas est utile à cet égard parce qu'il va vous montrer où exactement vous allez devoir travailler. Mais ça va prendre peut-être une demi-journée de travail pour arriver à ce contourage précis. Donc, parfois, vous allez avoir une solution qui va vous prendre un peu moins de temps. Vous allez pouvoir économiser un peu de temps. Mais bon, ça peut être au détriment peut-être aussi de la qualité. Donc, il faut être très minutieux. Donc, dans tout ce travail de contourage, une fois que tout ça est fait, tout le contourage est fait, on va passer à la phase de planification du traitement. Et ce traitement va dépendre de la technique choisie. Alors, vous avez des techniques standards. Dire que vous a parlé des techniques les plus avancées. Ici, je vais vous parler simplement d'un traitement de base standard. Au cours de ces 20 dernières années, on a passé de le traitement classique et puis on est passé même à la radiothérapie à modulation d'intensité. Donc ici, on a même la machine que vous voyez là en bas qui travaille avec un collimètre. Et en fait, vous avez différentes feuilles de tungstène qui peuvent être retirées afin de créer toutes sortes de formes et de permettre aussi de subdiviser les champs en un espace plus restreint, chacun ayant leur propre intensité de radiation. Et donc, on répète cela pour les différents faisceaux et pour les différentes incidences de grès. Cela permet d'irradier de manière très précise les volumes ciblés. C'est ce qu'on appelle la peinture des doses. Parce que vous voyez que c'est... On a pratiquement sculpté ou peint, si vous voulez, la partie qui va être traitée, sur laquelle nous allons appliquer les doses. Les niveaux de dose peuvent varier. Vous avez la zone à forte dose ici, et vous avez la cible qui est en jaune, la dose est en bleu, et les doses plus faibles vont aller pour les maladies microscopiques. Il y a une étude qui a analysé les problèmes de ce contourage et de ce calcul des données pour le cou et pour la tête. Il y a une étude comparative qui a été faite. Et qu'ont-ils fait? En fait, ils ont envoyé leur système de contourage à différents centres. Et donc, à partir de ces orientations, les différents centres ont fait la délimitation et le contourage. Et les résultats ont été assez étonnants parce qu'ils ont découvert qu'il y avait 75% de la GTV de la tumeur qui était évaluée et considérée comme considérable. Ça veut dire que 20% de la tumeur n'a pas pu être parfaitement contrôlée. Mais ce qui est encore pire pour les volumes cliniques et pour les maladies cliniques, là, le pourcentage est encore plus faible, il n'est que de 50%. Et pour le PTV, le Planning Target Volume, donc c'est-à-dire le volume que l'on ajoute autour du volume ciblé avec certains mouvements de tumeur, eh bien là, on n'a que 25% des contourages qui étaient considérés comme acceptables. Et puis au niveau des PTV, les doses de PTV, les exigences ont été respectées par 3/4 des centres, ce qui veut dire que 26% des centres n'ont pas été en mesure d'envoyer la bonne dose au bon endroit.
la plupart du temps à cause il est assez difficile de faire le contourage pour les tumeurs de cou car vous avez des organes très sensibles à proximité des volumes PTV ou ITV et donc ça peut déboucher sur des problèmes. Conclusion, cette grande variation, malgré les orientations qui avaient été fournies, confirme la complexité d'arriver à une très bonne assurance qualité. Et donc, ça a été démontré par les différents centres, mais également, on sait aujourd'hui combien il est difficile de traiter par rayon les cancers et les tumeurs du cou et de la tête. Avant de rentrer dans le traitement, il y a encore une vérification qui doit être faite. Les médecins font du très bon boulot d'ailleurs à cet égard. Avant d'entamer le traitement, il faut voir si la dose que nous avons calculée ici, pendant la phase de planification, se retrouve également au niveau des mesures effectuées, donc les doses mesurées. Et cela peut se faire au travers de différents fantômes, comme vous les voyez ici. Mais ces fantômes ne suffisent pas. Vous pouvez croire que vous faites un excellent travail. Et puis vous avez cette étude américaine qui vous montre ces résultats étonnants. Ils ont découvert par exemple pour le cou et la tête que 43% des mesures ne franchissaient pas le critère des 5 mm. Bon, vous pouvez dire c'était en 2009. C'est assez lointain, mais il y a une plus récente étude pour l'épine dorsale, pour la colonne vertébrale, qui montre à nouveau qu'on ne peut toujours pas franchir ce 5% de tolérance pour la dose. Si vous avez des doses assez fortes, avec des courbes qui montent assez rapidement, comme c'est le cas ici, cette différence de 5% se traduit par 20% d'augmentation de la toxicité ou par 20% de contrôle en moins sur la tumeur. Alors heureusement, en Belgique, on est un petit peu plus précis. Alors je regarde Dirk, parce que c'est lui qui était l'instigateur de tout cela. Une étude a été faite par Belda, c'est-à-dire l'audit dosimétrique belge en radiothérapie. Et là, ils ont découvert qu'il n'y avait un écart que de 3% dans les mesures suite à l'application de ces lignes directrices. Donc, la plupart des centres franchissent le cap de ces 3%. Avant de rentrer dans le traitement, il y a aussi le guidage par l'imagerie. Donc là, on fait un CT scan et le CT scan peut être comparé. Voilà, le CT scan du jour en jaune peut être comparé au CT scan de référence en fonction des structures et des doses même. Et donc, vous pouvez repositionner l'isocentre de manière très précise, tel qu'il avait été positionné au début de la simulation. Et c'est une phase nécessaire, car, comme vous le voyez, c'est l'exemple d'une très mauvaise simulation ici. Vous voyez que si vous ne faites pas un CT scan, vous ne verrez pas, au moment de l'irradiation, que la prostate a beaucoup bougé entre-temps du fait du changement de forme du rectum. Donc, il est important de faire cette vérification. Et c'est important aussi si vous faites des traitements sur plusieurs semaines. Vous voyez qu'après quelques semaines, dans cet exemple, la tumeur a bougé. Et donc, vous devez comprendre que vous n'irradiez plus du tout la tumeur. Donc, le guidage par l'imagerie est très important. Et il y a aussi un autre aspect qui est lié à l'outil de fréquence. Vous avez remarqué que pas mal de mes exemples viennent du cou et de la tête, mais c'est parce que c'est mon domaine. Et je pense aussi que ce sont des exemples qui sont assez faciles à comprendre et très clairs. On a fait une étude prospective sur les cancers du cou et de la tête chez 28 patients. Et on a vu que chaque fois qu'on passait d'une imagerie non quotidienne à une imagerie quotidienne, on pouvait réduire la marge d'erreur de 50%.
Mais en réalité, ça ne représente que 2 mm, allez-vous me dire. Oui, d'accord, mais 2 mm, c'est énorme. Je reviens à ce que disait notre orateur précédent. Il y avait une très belle image qu'il a publiée. Et vous voyez que la réduction du radius de 2 mm, ça représente ceci. C'est à peu près la peau d'une orange. Et donc, ça peut aussi se traduire par une réduction très importante du volume de tissu irradié. Et il faut bien se rappeler que cette peau d'orange que vous préservez, c'est du tissu sain. Il y a malgré tout des centres, pas mal de centres, qui, pour des raisons de gain de temps, d'économie, ne font pas ces imageries quotidiennes. Le calcul est simple. Pour des CT scans comme ceux-ci, vous avez besoin de 3 à 5 minutes pour faire l'évaluation. Ce qui veut dire que vous ne pouvez traiter que 3 patients au lieu de 5 par heure. Si vous reportez ça sur le nombre de patients traités au quotidien, évidemment, cela a une incidence réelle. Alors, je ne dis pas que c'est nécessaire dans toutes les indications, mais en tout cas, c'est nécessaire dans certains cas. Pardon. Et après, après tout ce périple, après toutes ces phases, on peut rentrer dans le vrai traitement. En 2003, Khalil et d'autres se sont penchés sur la conformité au programme de fractionnement des doses et le temps de traitement total, et ils sont aperçus qu'il n'y avait que 30% des patients qui avaient été traités en fonction du temps de traitement global, idéal, tel qu'il avait été calculé. Et même aujourd'hui, je suis certain que nous avons encore certains problèmes quand il y a des vacances, des congés, des grèves. Bon, normalement, il faudrait parfois faire le même fractionnement de dose la même semaine, mais ce n'est pas toujours évident à faire. Alors, j'ai déjà montré ceci. Le traitement radiothérapique, ça dure entre 4 et 7 semaines en général. Il faut se rendre compte que la tumeur ne sera pas au même endroit du début à la fin. En tout cas, il est possible qu'elle ne soit plus au même endroit du début à la fin du traitement. La question, c'est donc de savoir, si vous voyez ceci, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, il faut reprendre toute la procédure à zéro. Alors évidemment, c'est chronophage. Et pire, ce n'est pas remboursé. Il n'y a pas de remboursement pour une reprise de l'ensemble de la procédure à zéro. Et il y a aussi des situations qui sont un peu entre deux et où les gens s'adaptent ou n'adaptent pas leur traitement en fonction de la charge de travail du département et aussi du niveau de qualité, d'assurance qualité que vous voulez donner à votre patient. J'en viens à ma deuxième partie. Quel est l'impact de l'assurance qualité sur les résultats? Comme je l'ai dit, nous avons parfois une mauvaise réputation qui est due évidemment aux accidents graves. Évidemment, ils sont minoritaires. Je ne vais pas vous parler de ces accidents graves aujourd'hui. Il est clair que quand vous sous-dosez vos volumes ciblés, comme dans la première étude là, vous allez avoir évidemment des échecs. La même chose si vous surdosez, évidemment. Mais ce n'est pas la question d'aujourd'hui. La question d'aujourd'hui, c'est celle de l'assurance qualité et de son impact sur les soins au quotidien. Il y a une étude qui a été faite par Fairchild et al. En 2013 dans 17 centres portant sur différents types de cancers, tête, écou, poumon, sein, pancréas. Et on s'est rendu compte dans cette étude que la radiothérapie était de piètre qualité, qu'elle entraînait une plus forte toxicité, avec des taux d'échec plus importants, qu'il y avait, ce qui est encore pire, une diminution du nombre de survivants en général et en particulier. Alors, pour être tout à fait clair, je voudrais revenir sur une étude très célèbre qui est l'étude de TROG 0202, qui a comparé et en fait, on s'est aperçu dans cette étude qu'il n'y avait pas de différence significative dans les résultats, ni dans la qualité de vie. Et donc, quand on analyse les données de ces 861 patients,
on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence et donc ils ont publié un article dans le Journal of Clinical Oncology et cet article dit que les patients qui ont été traités suivant le protocole se portaient mieux que ceux qui avaient subi des infractions graves au protocole. Donc, en fait, il y a une différence, un écart de 25%. Et même pour la survie globale, il y avait une différence de 12%. Donc, vous savez qu'on fait la radiothérapie pour avoir un taux de survie d'à peu près 6,5% supplémentaire. Et quand il y avait des infractions graves au protocole, ça arrivait à peu près dans 12% des cas. Et donc, il y avait 3% à peu près à cause d'un mauvais contourage et 5% à cause d'une mauvaise préparation du plan de traitement. Et donc, ces gens ne sont même pas traités avec de l'IMRT et on peut se dire que si on utilisait l'IMRT, qui est quand même une technique très avancée, on pourrait avoir des chiffres encore plus mauvais. Alors, quand il y a des violations des protocoles, étaient souvent corrélés par le nombre de patients qui étaient pris en charge. Les départements qui prenaient en charge moins de 5 patients avaient des problèmes dans 29,8% des cas, alors que les départements qui traitaient plus de 20 patients n'avaient des problèmes qu'avec 5,4% des patients. Conclusion, il faut vraiment procéder à un contrôle d'assurance qualité très minutieux. Il faut aussi de l'expérience. Il vaut mieux centraliser la radiothérapie et puis aussi avoir une bonne radiothérapie parce que son mérite est nettement plus grand que les éventuels gains que l'on pourrait avoir grâce à de nouveaux médicaments ou de nouveaux produits biologiques. Alors, il y a une analyse qui a été faite de la population. Sans les 12% des violations de protocole, et là, on voit qu'il y a une forte tendance en faveur de la partie des essais randomisés. Une autre étude de Westreek et al. A analysé 471 patients et on a vu que il y avait des centres qui avaient pris en charge peu de patients au fil du temps, avaient de plus fortes déviations par rapport au protocole. Et également aussi une espérance de survie globale moindre. Donc, cette différence entre les centres qui ont l'habitude de traiter les patients et ceux qui ne l'ont pas reste importante. Comme je vous l'ai montré précédemment, il y a eu des études sur des patients, des études randomisées. Et il y a notamment l'étude faite Boero qui est portée sur 6212 patients de la base de données CIR. Et on a vu qu'avec les MRT, le risque de mortalité chutait de 21%. Tout simplement parce qu'il y avait moins de toxicité et aussi parce qu'il y avait moins de risque de pneumonie. En radiation conventionnelle, on ne voit pas de telles corrélations. Avec ces techniques de haute volée, vous avez vraiment besoin de maîtrise et de connaissances pour travailler de manière sûre. Dernière étude, c'est une étude de Weber qui a essayé d'évaluer le prix de l'assurance qualité. Vous savez qu'il y a différents problèmes qui peuvent survenir dans le cadre du traitement. Et évidemment, chaque problème a un coût. Qu'a constaté Weber, c'est que l'augmentation du niveau d'assurance qualité faisait baisser les taux de récurrence des tumeurs, donnait également une meilleure survie globale et que cela abaissait le coût général parce qu'il y avait moins de rechutes et donc il n'y avait pas besoin de faire un nouveau traitement. Donc finalement, les services de radiothérapie y gagnent. Donc il faut donc que le gouvernement investisse dans l'assurance qualité. Pour conclure, l'assurance qualité est extrêmement importante aujourd'hui dans la radiothérapie, surtout lorsqu'elle est de haute technologie.
Les programmes actuels devraient avoir un contrôle systématique des différentes parties de l'ensemble du processus de radiothérapie, pas seulement la partie physique, parce que, bon, c'est vrai qu'on est très bon dans le contrôle physique, mais on est assez mauvais du point de vue du contrôle médical du processus. Ça s'améliore, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Et il faut aussi avoir des tests réguliers d'un bout à l'autre, ainsi que des audits extérieurs. L'assurance qualité a un impact avéré sur les résultats de la toxicité. Donc, il n'est pas question de se défausser par rapport à ce devoir d'assurance qualité. Et dernière assertion, c'est que pour répondre à la question de savoir si l'assurance qualité sauve des vies ou si c'est un exercice coûteux, eh bien, je dirais que l'assurance qualité sauve des vies, c'est coûteux, mais finalement, c'est rentable. Et voilà, c'est une nécessité. Et je vous laisse sur cette parole.